Michaud et qui nous vient de pas très loin. Elle a migré depuis Lorient ce matin et elle a eu la gentillesse de venir au cinéma L'Arvor pour une séance dédiée aux scolaires, avec une centaine de scolaires. Elle a fait une petite présentation et puis elle a assisté à nouveau à la séance du film donc, dont elle parlera, hein, le film Golden Door. Et voilà, tout s'est bien passé. Et donc, voilà. Et donc, elle a accepté aussi de venir ensuite faire une conférence pour nous, donc en fin d'après-midi. Et nous la remercions évidemment très chaleureusement. Marie-Christine Michaud est donc professeure des universités à l'Université de Bretagne Sud à Lorient. Et elle a beaucoup travaillé, beaucoup écrit sur les Italo-Américains, l'immigration et tout ça. Et je n'en dirai pas plus parce que c'est elle la spécialiste. Voilà, merci à tous. Merci. Oui, vous m'entendez. Merci à tous. Et puis, j'espère que ce que je vais vous raconter va vous intéresser, parce qu'effectivement, je vais vous parler de l'immigration aux États-Unis, et notamment l'immigration italo-américaine, enfin des Italiens plutôt, que je vais essayer de remettre dans son contexte et vous montrer un peu la spécificité par rapport aux autres groupes. Euh, Donc je vais me focaliser sur la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, puisque c'est la grande période de l'immigration italienne aux États-Unis. Bon, voilà. Alors, jusqu'à la moitié du 19e siècle, alors je vais prendre des références historiques américaines. Donc, en gros, là, on n'est pas forcément à une année près. Disons, avant la guerre de sécession aux États-Unis, ce sont des hommes et des femmes qui viennent d'Europe de l'Ouest et du Nord, qui immigrent principalement donc aux États-Unis. Donc des Britanniques, par exemple, qui sont persécutés parce qu'ils sont des dissidents et ils vont devenir des Quakers. Des Irlandais qui fuient pardon, la grande famine, excusez-moi, et la domination anglaise, évidemment. Des Allemands qui viennent aussi beaucoup pour des raisons politiques, des Français aussi, bon, les fameux Huguenots, hein, des protestants, bon, etc., etc., des Hollandais, des Scandinaves, donc bref, surtout des Européens, des pays de l'Ouest et du Nord. Donc ils viennent attirés par les opportunités du Nouveau Monde, les espoirs qu'ils peuvent fonder aux États-Unis et les opportunités donc, de devenir peut-être un peu plus riches. Donc leur immigration est motivée donc, par des raisons économiques, politiques, religieuses. Et en fait, on note que après la guerre de sécession, ce sont d'autres migrants qui viennent. Alors les États-Unis sont toujours associés à l'idée de démocratie, d'égalité des droits. N'oublions pas que les États-Unis sont fondés sur un mythe, n'est-ce pas, avec ce fameux mythe du rêve américain. Alors l'expression a été introduite dans les années 30, même si évidemment le concept est bien antérieur. Alors la définition, donc c'est une définition de l'historien James Trussell Adams, donc de 1931. Il nous dit le rêve, donc la définition du rêve américain, le rêve d'un pays dans lequel la vie serait meilleure, plus riche, plus pleine d'opportunités pour tous, selon ses capacités et ses projets. Et donc c'est ce rêve américain qui attire les différentes vagues migratoires. Donc encore une fois, en gros jusqu'à la guerre de sécession, les migrants qui viennent d'Europe du Nord et de l'Ouest, et après, donc des migrants qui vont venir plutôt d'Europe du Sud, de l'Est et d'Europe centrale. Et puis surtout, ils vont être très nombreux. Alors ces nouveaux immigrants, on les appelle les nouveaux immigrants, hein, c'est la nouvelle vague. Bon, je ne veux pas vous donner beaucoup de chiffres, mais bon, quelques-uns quand même, peut-être. En 1850, on compte environ 2 500 000 personnes qui sont nées hors des États-Unis. Donc aux États-Unis, évidemment. En 1900, ils sont plus de 10 millions. Et ça représente 14% de la population. Donc c'est quand même assez conséquent. Et donc juste avant la guerre de sécession, donc 90% des migrants viennent d'Europe du Nord et de l'Ouest, comme je l'ai déjà dit. Et en fait, progressivement,
à partir de l'après-guerre de sécession, eh bien, ils vont être remplacés donc par ces migrants d'Europe, de l'Est et du Sud. Et donc, vous voyez là, par exemple, donc en 1850, 90% viennent d'Europe du Nord et de l'Ouest. Et après, alors, il n'y a pratiquement personne qui vient des pays d'Europe de l'Est et du Sud. Et quand on regarde, par exemple, en 1920, eh bien, ils représentent la moitié de l'immigration. Et ça va effrayer les Américains. Cela signifie qu'en fait, tous ces migrants sont susceptibles de changer le mode de vie américain, d'avoir une mauvaise influence sur les États-Unis, et donc de changer non seulement le paysage démographique, mais finalement, entre guillemets, l'identité américaine. Et puis surtout, donc, ils viennent de pays différents, et surtout, ils varient très très nombreux. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment très important. La fin du 19e siècle correspond aussi à la seconde révolution industrielle aux États-Unis, et donc le besoin de main-d'œuvre est conséquent, puisqu'il faut de la main-d'œuvre pour construire la nation. Alors les individus en quête d'emploi qui fuient la misère dans leur pays sont nombreux à émigrer aux États-Unis, et évidemment les Italiens vont être très nombreux, puisque à ce moment-là, c'est le groupe le plus nombreux à émigrer aux États-Unis après les Russes. Alors, de tous ces Européens, ils sont non spécialisés, enfin, ce sont des ouvriers non qualifiés, ils sont des paysans, et ils sont prêts à prendre n'importe quel emploi, justement. Ils sont venus aux États-Unis pour ça, pour trouver un emploi, pour gagner de l'argent, et si possible, donc pour renvoyer de l'argent chez eux, pour faire vivre leur famille qui est restée donc au pays. Alors en fait, ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, mais ce qu'ils gagnent, c'est toujours plus que ce qu'ils avaient chez eux, évidemment. Donc ces ouvriers sont non qualifiés, sont nombreux, ils sont exploitables, et évidemment, là, le capitalisme américain, si je puis dire, va en profiter. Et ils viennent aux États-Unis, évidemment, parce qu'ils croient dans l'image de terre promise. Et donc, entre 1850 et 1914, l'Europe perd un quart de sa main-d'œuvre. Et entre 1860, bon, j'ai pris 1860 finalement, entre la guerre de sécession et les années 20, alors 1924, je vais revenir dessus parce que c'est une date importante, plus de 4 500 000 Italiens arrivent aux États-Unis. Alors il faut toujours se méfier avec ces chiffres parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours. Il était compliqué justement de compter ces allers-retours. On ne savait pas si les personnes arrivaient pour la première fois ou deuxième fois ou troisième fois. Enfin, c'était un peu plus compliqué. C'était un peu compliqué pour les compter. D'où le nom d'oiseau de passage. Pour beaucoup de ces Européens et des Italiens, parce que je me focalise, vous avez compris, sur les Italiens, c'était des oiseaux de passage, c'est-à-dire qu'ils venaient aux États-Unis, ils allaient faire des allers-retours, ils allaient venir aux États-Unis pour travailler quelques mois, quelques années, revenir en Italie, repartir aux États-Unis, à nouveau pour travailler. Et évidemment, il faut aussi penser à tous ces emplois temporaires, saisonniers. Et donc, quelquefois, ils venaient aux États-Unis, ils travaillaient, et quand le temps ne le permettait plus, en hiver, quand ils ne pouvaient plus travailler dehors, je pense à ceux qui construisaient le chemin de fer, par exemple, soit ils retournaient, ils se rapatriaient, si je puis dire, dans des villes, d'autres villes américaines, soit ils rentraient carrément chez eux, donc en Italie, pour revenir l'année d'après. Donc, c'est de les compter, mais voilà, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'oiseaux de passage et beaucoup d'allers-retours. Puisqu'ils viennent pour trouver du travail, fin 19e siècle, début 20e, l'immigration italienne est majoritairement composée d'hommes seuls qui viennent pour travailler. Et puis petit à petit, puisqu'ils s'organisent un peu, puisqu'ils trouvent du travail, leur famille, alors soit ils retournent en Italie pour retrouver leur famille qu'ils ramènent avec eux, soit ils font venir leur famille. Et donc, progressivement, notamment à partir des années 1910, c'est une immigration de familles. Donc des familles italiennes vont s'installer aux États-Unis,
Et pour les Américains, ça va être, si je puis dire, presque encore pire, parce que en famille, ils vont pouvoir mieux s'organiser, organiser donc leur communauté ethnique. Donc c'est l'émergence véritablement, l'organisation des petites Italies, comme on va trouver aussi les petites Varsovie, les petites Havana après, etc. Enfin, toutes ces colonies ethniques qui sont organisées grâce à des associations, grâce à l'Église, grâce à la presse. Enfin, bon, voilà. Et donc tous ces migrants s'organisent, vont acquérir donc du pouvoir, vont peut-être mieux s'intégrer, je reviendrai là-dessus. Et donc, petit à petit, ils vont être plus visibles, ils vont avoir plus d'importance dans la société américaine, et ça veut dire qu'ils vont représenter peut-être une menace plus grande pour les Américains. Alors, ces Italiens qui arrivent aux États-Unis, donc ne parlent pas anglais, ne sont pas protestants. Alors non seulement ils sont catholiques, mais en plus ce sont des mauvais catholiques. Parce que, et on le voit bien par exemple dans le film, si certains ont vu le film Golden Door, la grand-mère, on a l'impression que c'est une sorcière, donc dans le sud de l'Italie, les Italiens, il y avait une espèce de syncrétisme religieux, ils étaient catholiques, mais ils croyaient aussi dans le mauvais œil, et, ils croyaient aussi un peu dans la sorcellerie, et donc tout ça, ça ne plaisait pas beaucoup aux vrais entre guillemets, catholiques qui étaient aux États-Unis, et je pense aux Irlandais, qui dominaient donc l'Église catholique à ce moment-là. Et donc les Irlandais étaient contre l'immigration italienne, parce que ça donnait une mauvaise image du catholicisme, et en plus, les Italiens qui étaient de plus en plus nombreux commençaient à prendre quand même un peu de pouvoir au niveau de l'Église. Et donc ça remettait leur position en question. Ils sont pauvres, ils sont non éduqués. Bref, les Italiens représentent un danger pour l'ordre social établi. N'oublions pas aussi qu'en 1901, le président McKinley est assassiné par un étranger, par un Polonais. Donc la peur des migrants s'intensifie. Disons aussi que les Américains sont bouleversés par la guerre de sécession. Donc ça met vraiment un doute en eux. Et donc ils se méfient de toutes les personnes étrangères qui pourraient remettre en question leur identité et leur façon de vivre. Donc cette nouvelle immigration pose problème, on va dire, et les Italiens cristallisent cette peur, cette opposition à l'immigration. J'avais prévu au départ de faire pas mal de références au film Golden Door, mais bon, je vais les enlever finalement. Mais quand même, j'aurais fait une petite référence parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Et je voulais aussi me référer à America, America. Je ne sais pas si vous connaissez ces films. America, America, c'est devenu vraiment un classique. Et ces deux films, en fait, parlent du périple. D'une famille sicilienne et dans America, America d'un grec, le périple de ces personnes jusqu'en Amérique. Et donc, je cite là ces deux films pour vous indiquer que c'était vraiment pour eux un bouleversement dans leur vie, forcément, et que souvent, ils ne comptaient pas, en tout cas là, c'est ce qui se passe ils ne comptent pas rentrer chez eux. Donc, c'est vraiment une décision importante pour eux. Et ce genre de décision, finalement, ce que les recherches plus récentes indiquent, c'est que ces décisions n'étaient pas des décisions individuelles. En fait, l'immigration italienne, comme la nouvelle immigration de façon générale, est une immigration collective qui se fait par réseau. Plus de 70% des Italiens qui émigrent à l'époque viennent pour rejoindre quelqu'un et ont leur billet de bateau ou un arrangement quelconque fait par de la famille ou des amis qui sont déjà aux États-Unis. Donc c'est peut-être pour vous indiquer ça. Et puis, on voit bien aussi dans ces deux films que les États-Unis représentent une terre d'abondance. Et donc cette image de terre promise, de terre d'abondance, est nourrie, si je puis dire, donc par les retours dont on parlait tout à l'heure, puisque ceux qui rentrent au pays
disent qu'ils ont réussi et parlent de leur expérience. Terre d'abondance aussi qui apparaît dans les correspondances des migrants, dans les cartes postales qu'ils envoient ou qui quelquefois transforment la réalité. Même les lettres aussi. Ceux qui émigrent ne vont pas dire qu'ils n'ont pas réussi, que leur immigration est un échec, puisque souvent l'immigration représente un sacrifice pour la famille. Donc il faut dire qu'on a réussi. Et donc on envoie des cartes postales avec des beaux paysages ou des gros légumes, etc. Donc le changement d'origine des migrants va modifier donc le regard des Américains sur la figure de l'étranger et avoir des conséquences politiques importantes. Voilà, importantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc ceux qui immigraient avant les guerres de sécession, donc ceux qu'on appelle les anciens immigrants, étaient finalement des descendants des colons. Donc ils ne représentaient pas un danger, même s'ils étaient nombreux. Après la guerre de sécession, comme ces nouveaux immigrants ont de nouvelles pratiques, de nouvelles religions, ils représentent un danger. D'accord ? Et donc ça va, comment dirais-je, amener à une nouvelle image du migrant. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'était que donc les Italiens, évidemment, partent de chez eux pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons politiques, puisque c'est la période du Risorgimento, ce que vous connaissez peut-être, donc c'est la construction de la nation italienne avec Garibaldi. Et donc ça crée quand même des troubles politiques importants. Il y a une augmentation des impôts dans le sud. Donc en fait, les paysans du sud de l'Italie trouvent une raison supplémentaire à l'émigration à ce moment-là. Donc, je crois que je l'ai dit déjà, hein, en 1900, enfin, en gros au début du siècle, 14% de la population des États-Unis est née à l'étranger. Et donc, les Américains estiment qu'ils sont trop nombreux. Donc, il va falloir faire quelque chose, parce que ces Italiens, notamment, représentent un danger, une menace, qu'elle soit politique, culturelle ou sociale. Donc, la peur de l'étranger se répand et les Américains demandent deux choses. Une réduction du nombre de migrants et une sélection des migrants. Pour qu'une fois que ces migrants, une fois que toutes ces personnes sont aux États-Unis, ces personnes doivent s'américaniser. Or, quand on est catholique, quand on ne parle pas anglais, quand on est pauvre, quand on n'est pas éduqué, il semblerait que ce soit plus difficile de s'américaniser que quand on a des origines britanniques, donc on parle anglais, qu'on est protestant et qu'on a un niveau de vie correct. Donc c'est toute cette accumulation, j'insiste là-dessus, c'est toute cette accumulation de facteurs qui fait que les Italiens, donc tous les nouveaux immigrants, mais les Italiens en particulier, représentent un danger et donc différentes mesures vont être prises pour mettre fin à leur... Enfin, essayer de mettre fin à leur invasion, parce qu'on parle d'invasion. Donc diverses lois interdisent à des catégories de personnes d'entrer aux États-Unis, notamment à partir de 1875. Alors les prostituées, des criminels, les simples d'esprit, les personnes atteintes de maladies contagieuses, puis s'ajoutent les anarchistes, par exemple, les polygames, etc. etc. Des examens médicaux et puis des démarches administratives sont pratiquées dans les ports d'embarquement en Europe et aussi donc à l'arrivée à Ellis Island. Puisque le Ellis Island donc, est un centre d'accueil des migrants qui est dans la baie de New York, donc ce n'est pas encore le continent américain. Et ça sert comment dirais-je, c'est un endroit, c'est un centre dans lequel les migrants qui ne seraient pas désirables peuvent être déportés, rejetés. Oh, oui, c'est bon. Donc voilà Ellis Island, que certains connaissent sûrement.
Alors aujourd'hui, c'est un superbe musée sur les migrations, hein. Et donc qui servait à l'époque à contrôler le flux migratoire et à rejeter des migrants indésirables. Alors il a ouvert en 1892, il a fermé en 1954. Plus de 90% des migrants qui arrivent, donc fin du 19e, début du 20e siècle, passent par Ellis Island, hein, puisque la plupart arrivent d'Europe. Hein, donc certains arrivent évidemment, les Asiatiques arrivent par la Californie, mais bon, les Européens arrivent par New York. Et en fait, dans l'imaginaire des migrants, c'est ce qu'on a appelé l'île aux larmes. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression, une telle humiliation, une telle peur d'être rejeté que ça devient l'île aux larmes pour beaucoup d'immigrants, même si finalement très peu sont déportés, 2%. Et dans ce sens, donc, il y avait différents tests, des tests pour tester l'intelligence, puisqu'on a bien vu que les simples d'esprit n'étaient pas acceptés. Des tests médicaux, ceux qui avaient donc des maladies contagieuses ne sont pas acceptés. Il y a donc oui, là, on ne voit pas bien sur les photos, mais il y avait un hôpital. Donc certains migrants pouvaient être gardés en quarantaine, pouvaient avoir des traitements. Mais en général, donc, au bout de quelques heures ou 2 ou 3 jours, les migrants pouvaient donc entrer véritablement aux États-Unis. La motivation aussi des migrants était évaluée. On leur demandait pourquoi ils comptaient venir. Et il fallait s'assurer qu'ils n'allaient pas représenter une charge économique pour l'État. Et donc, ce centre sert à contrôler l'immigration. Mais en fait, il n'est pas suffisant. Il y a trop de personnes encore qui entrent aux États-Unis. Et donc, au début donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait toute une série de lois à partir de 1875, mais en fait, au début du XXe siècle, plusieurs lois vont être adoptées afin de contrôler, de réduire, parce qu'on ne peut pas vraiment tout arrêter, de réduire donc le flux migratoire. Alors, je vais vous parler des plus importantes, parce qu'elles me semblent cruciales pour comprendre un peu le flux migratoire. Donc, à partir de 1917, le Literacy Act donc, est adopté. Tout candidat à l'immigration aux États-Unis de plus de 16 ans doit savoir lire et écrire. N'importe quelle langue, mais doit savoir lire et écrire. Sinon, il ne peut pas comprendre la Constitution. Il ne peut pas lire la Constitution. Donc, il faut qu'il sache lire et écrire. C'est le fait de ne pas savoir lire et écrire retarderait l'américanisation donc, des migrants, des étrangers. Mais encore une fois, cette loi n'est pas assez efficace, d'où les fameuses lois sur les quotas en 1921 et 1924. Alors, bon, je ne vais pas vous donner des détails sur les lois parce que ça serait peut-être un peu fastidieux, mais ces lois visent à freiner notamment la nouvelle immigration sans forcément véritablement réduire l'ancienne immigration. Et surtout, et c'est pour ça qu'elles sont importantes, la loi de 1924 notamment, met fin à l'immigration libre aux États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un tournant dans l'histoire de l'immigration. Et donc les États-Unis n'apparaissent plus véritablement comme une terre promise pour tous ces opprimés, tous ces personnes qui sont en quête donc, de plus de liberté et de liberté. Puis ensuite, évidemment, il y a la crise de 29, il y a la dépression, et donc ça va mettre fin au grand flux migratoire vers les États-Unis, et notamment celui des Italiens. Alors, je voudrais aussi vous faire part des théories raciales qui s'étaient répandues à l'époque et qui ont finalement inspiré l'adoption de ces lois. Donc le mouvement eugéniste et les théories raciales qui se propagent et qui classent les Européens notamment, parce qu'on ne parle pas des personnes de couleur ou des Amérindiens ou des Asiatiques qui sont vraiment en bas vraiment de l'échelle. Les Européens qui sont classés en 3 catégories, 3 races, évidemment races entre guillemets. Alors ces théories sont introduites notamment par Madison Grant qui publie en 1916 un livre qui va avoir vraiment beaucoup d'influence, The Passing of the Great Race,
hein, la disparition de la grande race étant évidemment les Américains. Dans ce livre, Madison Grant préconise la fin de l'immigration, parce que la nouvelle immigration, parce que ces nouveaux migrants sont tellement nombreux que des mariages mixtes vont forcément avoir lieu, et cela va amener à ce qu'il a appelé un suicide national. Donc il faut absolument arrêter cette nouvelle immigration, parce que ces nouveaux immigrants, eh bien, appartiennent à des races inférieures. Alors, il y a 3 races, donc toujours race entre guillemets, hein, je ne vais pas le dire à chaque fois. Hein. Il y a 3 races. La race nordique, qui comprend donc les personnes qui viennent d'Europe du Nord et de l'Ouest. La race alpine, donc les personnes qui viennent du centre de l'Europe. Et la race méditerranéenne, donc bassin méditerranéen. Donc vous avez bien compris que les anciens immigrants venaient d'Europe du Nord et de l'Ouest, donc ils appartiennent à la race nordique. Les nouveaux immigrants appartiennent à la race alpine et méditerranéenne. Les Italiens à la race méditerranéenne, la pire, hein, celle qui est vraiment inférieure. Et d'ailleurs, les Italiens du Sud et les Siciliens appartiennent à la race méditerranéenne, mais les Italiens du Nord appartiennent à la race alpine, hein, au niveau géographique. Et donc, on voit aussi comment ou pourquoi, en raison de toutes ces, de l'influence de ces théories, et même déjà donc en Italie, pas ces conflits, mais enfin cette différence entre Italiens du Nord et Italiens du Sud, hein, qui perdure encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est tous ces nouveaux immigrants qui appartiennent à la race alpine et méditerranéenne, sont inférieurs. Et donc il va falloir protéger la race américaine et donc réduire l'immigration. Alors la Première Guerre mondiale aussi a eu un impact déterminant sur la politique migratoire américaine, puisqu'elle a mis en doute le patriotisme des étrangers. Comment est-ce que des immigrés originaires de pays qui étaient en guerre contre les États-Unis pouvaient être loyaux envers les États-Unis? Quand on était germano-américain ou austro-américain, on allait défendre, quel pays est-ce qu'on allait défendre? Vers quel pays est-ce qu'on allait se tourner? Et donc, à ce moment-là, il y a, les Américains préconisent ce qu'on a appelé le 100% américanisme. Il n'était plus question d'être germano-américain, irlando-américain, italo-américain. Il fallait être américain-américain. Donc 100% américain. Donc se met en place un grand mouvement d'américanisation, donc au début du XXe siècle, et notamment avec une loi en 1920, pour préconiser donc l'américanisation des migrants, pour les aider ou les encourager à devenir américains, à s'américaniser, à adopter un mode de vie à l'américaine. Alors ça va de apprendre l'anglais, se faire naturaliser américain, mais aussi les femmes devaient suivre des cours de cuisine, parce qu'elles devaient cuisiner à l'américaine et plus à l'italienne, par exemple. Donc tout un dispositif se met en place pour américaniser ceux qui sont déjà sur place. Donc les Italiens, donc, comme je disais tout à l'heure, qui sont nombreux, qui sont pauvres, qui ne sont pas éduqués, qui sont catholiques, qui ne parlent pas anglais, sont la cible aussi donc, de ce mouvement d'américanisation. Comme ils appartiennent à la race méditerranéenne, qui sont en bas de l'échelle sociale, à l'époque, il y a une association entre l'échelle raciale et l'échelle sociale. Et en fait, les Italiens n'étaient pas considérés comme des Blancs. Ils n'étaient pas des Blancs au même titre que les Américains. Et en fait, c'est toute une théorie là-dessus qui disait que les Italiens
appartenaient à une race d'entre-deux. Ils étaient entre les Noirs, ou les personnes de couleur, et les Blancs. Et donc c'est David Roddiger qui exprime, enfin un de ceux qui a exprimé cette théorie. Ils étaient in between, d'accord. Donc ils n'étaient pas noirs, mais ils n'étaient pas vraiment blancs. Donc ils sont entre les deux. Et suivant les circonstances, on va les prendre plus ou moins pour des noirs ou plus ou moins pour des blancs. Par exemple, on ne leur interdira jamais de voter. Ils ne vont jamais perdre le droit de vote. Donc, pour ça, on peut dire qu'ils sont blancs. Mais dans les États du Sud, par exemple, quand ils travaillent dans les plantations avec les Noirs, ils sont considérés vraiment pratiquement comme des esclaves. Et quelquefois, toute la série de lynchages qu'il y a eu, beaucoup d'Italiens ont été pendus, montre bien qu'ils étaient considérés un peu comme des personnes inférieures, voire de couleur, puisque le lynchage était une pratique véritablement pour contrôler les esclaves. Hein. Donc, vous voyez, suivant les régions, suivant les circonstances, ils étaient considérés plus ou moins blancs, on va dire, mais en tout cas inférieurs. Mais j'ai oublié de vous montrer d'autres photos d'Ellis Island. Donc, c'est des photos assez connues. Hein. Voilà. Et puis, donc on voit bien qu'ils étaient véritablement parqués. Hein, et on retrouve ça dans le film, dans Golden Door. Et puis bon, c'était comme ça. Là, c'est le grand hall dans lequel ils attendent d'être inspectés ou de leurs formalités administratives. Et puis là, des examens médicaux pour les femmes. Alors, en plus d'être une menace sociale, raciale, les Italiens sont une menace politique. En gros, ils sont pris pour des gauchistes. D'accord ? Depuis la révolution russe, donc en 1917, il y a une vague de révolution en Europe. Et comme la plupart des migrants viennent de pays où il y a des révolutions, donc c'est-à-dire en Europe centrale, de l'Est central et du Sud, eh bien, les Américains pensent que tous ces nouveaux arrivants apportent avec eux leurs idéaux politiques. Et encore une fois, les Italiens vont être la cible de cette menace politique. Alors, en 1912, il y a de grandes grèves qui paralysent un peu l'industrie américaine. Et en 1919, ces grèves seront encore plus importantes. Et en fait, ces grèves de 1919 vont être menées par des ouvriers juifs et italiens, russes notamment, et italiens. Et donc, les migrants, les Italiens et les Juifs, vont représenter un danger politique. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice va lancer une croisade contre les Rouges, ce qu'on appelle la peur des Rouges, en 1919-1920. Alors ça va être une période c'est très court, mais c'est très violent. En fait, donc il s'appelle Mitchell Palmer, et il fait l'amalgame entre immigration et menaces politiques, troubles sociaux. Et donc, les migrants vont être la cible de cette peur des Rouges. Pour vous donner un exemple, il ordonne pendant l'hiver 1919-1920 donc, beaucoup d'arrestations, beaucoup de déportations. Et puis, en un seul jour, il interdit aussi tout rassemblement des nouveaux immigrants. C'est comme ça. Mais il y a j'ai plus le nombre, peu importe. Il y a tout un groupe de migrants qui est rassemblé, qui vont être arrêtés, mais en fait, ils étaient rassemblés parce qu'ils assistaient à un cours d'anglais et d'instruction civique. Donc, en fait, ils s'étaient rassemblés en raison de ce mouvement d'américanisation, mais avec cette peur des Rouges, eh bien, ils se font arrêter. Et puis, pour illustrer cette peur des Rouges et montrer la violence de ce mouvement, évidemment, que vous connaissez, c'est l'affaire Sacco e Vanzetti. Hein, donc, arrêté en 1920 pour avoir, a priori, fait un cambriolage dans une usine de chaussures dans le Massachusetts, tué un gardien, et en fait, aucune preuve contre eux véritablement. Il y a un témoin
qui dit qu'il pense que ce sont des Italiens qui ont commis le cambriolage parce qu'ils étaient petits et avaient des moustaches. Donc ça devait être des Italiens. Bref, Sacco et Vanzetti sont italiens, sont anarchistes, et le gouvernement donc, doit montrer l'exemple, donc cette peur des rouges, et donc ils seront exécutés en 1927. Bon, vous connaissez l'histoire. Vous savez donc qu'il y a eu d'importantes manifestations, même au niveau international. L'autre point concernant la menace politique qu'il pouvait représenter, évidemment, c'est le fascisme. Alors, je ne vais pas refaire tout un exposé sur le fascisme. Je voudrais juste attirer votre attention sur un paradoxe qui a eu concernant donc les Italiens et le fascisme. Lorsque Mussolini marche sur Rome, donc en 1922, beaucoup d'Italiens antifascistes quittent l'Italie et viennent s'installer aux États-Unis. Les Américains, au départ, soutiennent Mussolini. Mussolini est un rempart contre l'expansion du communisme. Il rétablit l'ordre et la discipline en Italie. Et puis, grâce à lui, tous les trains arrivent à l'heure. C'est important, parce que c'est vraiment aussi ce qui revient souvent dans les témoignages. Les trains arrivent à l'heure, donc on soutient Mussolini. Et donc, ces Italiens qui arrivent aux États-Unis sont antifascistes, donc, pour les Américains, ce sont des gauchistes. Donc, une menace politique. Et puis, petit à petit, les Américains se rendent compte que Mussolini est un dictateur, ils se rapprochent d'Hitler, et donc les Américains ne soutiennent plus Mussolini. Et donc, les Italiens qui viennent aux États-Unis ou qui sont déjà aux États-Unis, sont tous considérés comme des fascistes à ce moment-là. Donc, en fait, le paradoxe, en très peu de temps, les Italiens qui étaient considérés comme des antifascistes, des communistes, et puis subitement, ils sont considérés comme des fascistes. Donc voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus, parce qu'il y a eu beaucoup de violence dans les colonies, dans les petites Italies, entre fascistes et antifascistes, par exemple. Et donc, ça représentait vraiment un problème politique. Donc on voit bien ce renversement de situation en très peu de temps. Et puis, je ne pourrais pas parler des Italiens sans parler de la mafia, évidemment, la prohibition. Bon, c'est pareil, je ne vais pas refaire tout un historique de la prohibition. Bon, vous les connaissez. Et de la même façon, je voudrais attirer votre attention sur un ou deux points. Alors, je vais dire la mafia. Pour simplifier les choses, évidemment, il y a des différences, la Manonera, Camorra, etc., suivant les villes et les régions. Donc, je veux dire mafia de façon générique. Donc, la mafia est une institution très respectable en Italie, au départ. C'est une institution qui est là pour défendre la famille. Pour défendre la famille contre le clergé et contre le gouvernement. Et donc, cette mafia est là pour défendre la famille au sens large et utilise pour se défendre des moyens quelquefois un petit peu secrets. Mais en tout cas, cette mafia est fondée sur une solidarité des membres de la famille, solidarité des membres de la famille exclusivement de la famille, et ça c'est important aussi. Et donc, pour défendre l'honneur, pour défendre la famille et l'honneur souvent de la famille. Donc, elle repose sur solidarité, secret des activités, et même plus que de la solidarité, vraiment de la véritable loyauté envers les membres de la famille. Et donc, cette organisation, les migrants qui sont aux États-Unis donc, au moment de l'adoption de la prohibition, donc ces Italiens sont nombreux, et ils se rendent compte que en fait, cette organisation familiale peut leur servir pour développer le trafic d'alcool, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas simple. Donc, 1919, oui, pardon. Donc, l'adoption du 18e amendement. Donc, la prohibition est adoptée et appliquée avec la loi Volstead donc en 1920. Donc, qui interdit donc, la production, le transport et la vente d'alcool. Et donc,
moi je pars du principe que c'est les circonstances de la prohibition qui ont fait que la mafia italienne s'est développée aux États-Unis. Et un des arguments est que, en fait, même s'il y a eu beaucoup d'Italiens en Amérique du Sud, par exemple, la mafia ne s'est pas développée de la même façon dans les pays d'Amérique du Sud. C'est une façon pour certains de réaliser leur rêve américain. On a dit d'avoir une vie meilleure, vous vous souvenez de la définition que je vous ai donnée tout à l'heure. C'est une façon pour eux de gravir les échelons sociaux, de devenir riches. Et quand on devient riche, on devient respectable. En tout cas, c'est ce que nous dit Capone. Et aux États-Unis, l'organisation de l'institution mafia change aussi, s'américanise, si je puis dire. Les pratiques deviennent beaucoup plus violentes et surtout, il est possible de collaborer avec des personnes qui n'appartiennent pas à la famille. Et on trouve par exemple des collaborations évidemment avec Lansky, par exemple, avec des personnes qui ne sont pas membres de la famille. Et ça veut donc dire que la mentalité italienne s'est transformée et s'est américanisée. La mafia devient une association à but lucratif, ce qui n'était pas le cas en Italie. C'est une façon de gagner de l'argent et donc c'est un facteur, selon moi, c'est un facteur d'américanisation. Ça a été une façon pour les Italiens, pour certains Italiens évidemment, pas tous, mais en tout cas ceux-là, de s'américaniser, de mieux s'intégrer en tout cas dans le système américain. Pardon. Bon, voilà, je ne vais pas m'étendre peut-être plus sur la mafia. Je vais peut-être conclure maintenant. Oui, parce qu'après j'avais c'était des. Oh, si je ne résiste pas à vous montrer une photo, une capture d'écran de Golden Door, qui exprime bien, donc, vous vous souvenez, donc, l'extrait de l'Exode, où ils se retrouvent dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel, et dans le film, donc c'est les personnages, les Siciliens. Bon, je vous passe les détails de Lucy, donc de la jeune anglaise, là, mais ils nagent dans une rivière de lait. Et dans le film, c'est vraiment symbolique du fait qu'ils vont arriver aux États-Unis et ils vont avoir accès, peut-être en tout cas, à ces opportunités qu'offre l'Amérique. Et donc, pour finir, on a bien vu que la représentation et l'image de l'italien pouvaient changer suivant les périodes. On disait donc au début du XXe siècle qu'il n'était pas tout à fait blanc. Aujourd'hui, personne ne va dire aux États-Unis que les Italo-Américains ne sont pas des hommes blancs, par exemple. Suivant les circonstances, les migrants, de façon générale, italiens ou les autres, sont plus ou moins acceptés. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes, vous le savez. Et en fait, ça concerne d'une part les différents contextes et les différents groupes, puisque, bon, si je reviens sur mon exemple de blanchitude, les Irlandais, quand ils ont émigré aux États-Unis au milieu du 19e siècle, de la même façon que les Italiens 50 ans plus tard, n'étaient pas considérés comme des Blancs. C'était des Celtes, ils étaient au bas de l'échelle sociale, donc aussi en bas de l'échelle raciale, puisqu'ils étaient Celtes et pas anglo-saxons. Et donc, quand les Italiens sont arrivés et ont pris leur place, les Italiens ont gravi, si je puis dire, les échelons sur l'échelle raciale et sont devenus plus blancs. Aujourd'hui, ce sont les Mexicains surtout, qui sont au niveau le plus bas de l'échelle sociale. Et donc, ça a propulsé tous les Européens plus aux étages supérieurs, si je puis dire, de l'échelle sociale et raciale. Voilà. Bon, j'espère vous avoir donné un panorama de l'immigration italienne. Et puis, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre.